Saviez-vous qu'il existe un animal capable de survivre à la congélation presque totale de son cœur s'arrêtant complètement pour ensuite revivre lorsque la glace fond? La Terre, notre incroyable planète, abrite une diversité de vie étonnante, mais certaines de ces régions sont de véritables enfers ou des glaciers gelés, des endroits où la survie semble impossible. Cependant, l'évolution a sculpté chez certaines créatures des adaptations si extraordinaires qu'elles leur permettent non seulement d'exister, mais de prospérer dans les environnements les plus hostiles que nous puissions imaginer. Des déserts les plus arides aux profondeurs océaniques où la pression est inimaginable et des pics les plus glaciaux au sol volcanique, la vie trouve toujours un chemin. Aujourd'hui, dans Explorando, nous dévoilerons les 10 adaptations animales les plus surprenantes qui défient les limites de l'existence dans les climats extrêmes de la planète. Ce ne sont pas des histoires fantastiques, ce sont des faits purs qui révèlent l'ingéniosité de la nature. Préparez-vous pour un voyage au plus profond de la résilience animale. Tout d'abord, nous nous aventurons dans le royaume du froid extrême, l'Arctique, pour découvrir le majestueux ours polaire dont le nom scientifique est Ursus maritimus. Ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire est parfaitement équipé pour la vie dans un environnement où les températures peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius et où les vents glaciaux soufflent constamment. Son adaptation la plus remarquable est sa fourrure. Ce n'est pas seulement une fourrure épaisse, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Elle se compose de 2 couches distinctes. La couche externe est composée de longs poils de garde creux qui agissent comme une isolation thermique supérieure en emprisonnant une couche d'air près de sa peau. Ces poils sont également hydrofuges, ce qui signifie que l'ours peut sortir des eaux glacées et se secouer de l'excès d'eau, évitant ainsi que sa fourrure ne soit détrempée et ne perde ses propriétés isolantes. Sous cette couche protectrice, il possède une couche dense de sous-poils, courte et laineuse, qui offre une barrière supplémentaire contre le froid. Cette combinaison de poils creux et denses peut maintenir la température de sa peau à un niveau confortable, même lorsque l'environnement extérieur est brutalement gelé. Les scientifiques ont mesuré que l'isolation est si efficace que souvent, les ours polaires se surchauffent s'ils courent trop vite, malgré le froid arctique. En plus de sa fourrure, l'ours polaire possède une impressionnante couche de graisse sous-cutanée qui peut atteindre jusqu'à 11 cm d'épaisseur. Cette couche ne fonctionne pas seulement comme un excellent isolant thermique, mais aussi comme une réserve d'énergie vitale pour les périodes de pénurie alimentaire. C'est grâce à cette graisse qu'ils peuvent survivre de longues périodes sans manger pendant l'hiver ou même pendant l'hibernation relative des femelles gestantes dans leur tanière de neige. Ces pattes sont une autre merveille d'adaptation. Elles sont grandes et larges, ce qui répartit leur poids sur une plus grande surface et leur permet de marcher sur la neige et la glace sans s'enfoncer. Les coussinets de leurs pattes sont rugueux et recouverts de petits nodules, offrant une traction exceptionnelle sur les surfaces glissantes. Et ce n'est pas tout, leurs griffes sont courtes et fortes, idéales pour creuser dans la neige et attraper leurs proies, comme les phoques qui sont leur principale source de nourriture. Leur métabolisme est également ajusté pour l'efficacité par temps froid. Ils peuvent ralentir leur rythme cardiaque et d'autres fonctions vitales pour conserver de l'énergie lorsque nécessaire, mais sont aussi capables d'augmenter rapidement leur métabolisme pour générer de la chaleur. Leur régime alimentaire riche en graisse leur fournit une grande quantité d'énergie, et leur foie est adapté pour traiter ces graisses efficacement, ce qui est crucial pour leur survie. Une autre adaptation moins visible mais tout aussi vitale est leur sang. Ils ont une concentration plus élevée de globules rouges par rapport aux autres mammifères terrestres, ce qui leur permet de transporter plus d'oxygène vers leurs tissus, un avantage dans des environnements à basse température et à forte demande énergétique. Deuxièmement, nous voyageons vers un désert aux contrastes extrêmes, où le jour est torride et la nuit glaciale, le désert de Gobi. Ici, le chameau de Bactriane, Camelus bactrianus, est le roi de la résistance. Cet animal, avec ses 2 bosses distinctives, fait face à des variations de température qui peuvent osciller de 49 degrés Celsius en été à moins 29 degrés Celsius en hiver. Leurs bosses, souvent mal interprétées comme dépôts d'eau, sont en réalité des réserves de graisse. Chaque bosse peut stocker jusqu'à 36 kg de graisse. Lorsque le chameau consomme cette graisse pour obtenir de l'énergie, de l'eau est libérée comme sous-produit métabolique, environ 1111 ml pour 100 g de graisse. Cela leur permet de survivre sans boire pendant des semaines, voire des mois, dans le désert hostile. Le pelage du chameau de Bactriane est également crucial pour sa survie. En hiver, ils développent une couche extrêmement dense et longue qui les isole du froid pénétrant et des vents glaciaux. Ce pelage peut atteindre des longueurs allant jusqu'à 25 cm dans certaines zones.
Au printemps, ils muent cette épaisse couche, révélant un pelage plus court et plus clair qui les aide à réfléchir la chaleur solaire et à rester frais pendant les étés torrides. Leurs pieds sont une autre merveille évolutive. Ils possèdent 2 grands orteils larges avec des coussinets moelleux qui leur permettent de marcher sur le sable ou la neige sans s'enfoncer, un peu comme des raquettes. Cette structure répartit leur poids uniformément, ce qui est essentiel pour se déplacer sur des terrains meubles et instables. La bouche et l'estomac d'un chameau sont également remarquables. Ils peuvent mâcher et digérer des plantes épineuses et salées que la plupart des autres animaux ne toucheraient pas. Leur système digestif est incroyablement efficace pour extraire les nutriments et l'eau de la matière végétale, même de celle à forte teneur en sel. Leurs reins sont exceptionnellement efficaces, produisant une urine très concentrée pour minimiser la perte d'eau. De même, son corps peut tolérer d'importantes fluctuations de sa température corporelle allant jusqu'à 6 degrés Celsius, ce qui réduit le besoin de transpirer pour se rafraîchir et conserve ainsi plus d'eau. Troisièmement, nous descendons dans les profondeurs glaciales de l'Antarctique pour découvrir le manchon empereur, Aptenodites forsteri. C'est le seul vertébré qui passe toute sa vie sur le continent antarctique, supportant des vents allant jusqu'à 200 km/h et des températures de moins 60 degrés Celsius. Leur plumage est un chef-d'œuvre d'isolation. Il est constitué de 4 couches superposées de plumes courtes et rigides, densément empaquetées, pouvant atteindre jusqu'à 80 plumes par centimètre carré. Ces plumes forment une couche impénétrable qui emprisonne l'air, créant une poche d'isolation thermique contre le froid extrême. De plus, une glande située à la base de la queue produit une huile que le manchot répartit sur ses plumes, les rendant imperméables et offrant une flottabilité supérieure. Sous leur plumage, ils possèdent une épaisse couche de graisse sous-cutanée pouvant atteindre jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Cette graisse n'offre pas seulement une isolation supplémentaire, mais constitue également une réserve d'énergie vitale pendant les longues périodes de jeûne lors de l'incubation des œufs et de l'élevage des poussins. L'une de leurs adaptations les plus fascinantes est un mécanisme d'échange de chaleur à contre-courant dans leurs pattes et leurs nageoires. Les artères transportant le sang chaud du corps vers les extrémités courent le long des veines qui ramènent le sang froid vers le corps. De cette manière, la chaleur du sang artériel est transférée au sang veineux avant qu'il n'atteigne le corps, minimisant la perte de chaleur et maintenant les extrémités relativement froides juste au-dessus du point de congélation, mais empêchant le corps central de se refroidir. Pour combattre le froid en groupe, les manchots empereurs se rassemblent en formation dense appelée tortue, où ils se serrent les uns contre les autres. Cette stratégie réduit l'exposition de chaque individu au vent et au froid, et la température à l'intérieur de l'agglomération peut être jusqu'à 10 degrés Celsius plus chaude que l'air extérieur. Ils se relaient pour être au centre où la chaleur est maximale et sur les bords, un exemple notable de comportement coopératif pour la survie. Enfin, leurs glandes à sel, situées au-dessus de leurs yeux, leur permettent de boire de l'eau de mer et d'excréter l'excès de sel dans une solution concentrée, ce qui est vital dans un environnement où l'eau douce est inaccessible pendant la majeure partie de l'année. Quatrièmement, nous nous dirigeons vers les déserts chauds d'Afrique du Nord et d'Arabie, patrie du renard du désert, ou fennec, Vulpes zerda. Ce petit canidé, pesant à peine 1,5 kg, est merveilleusement adapté aux températures diurnes dépassant les 45 degrés Celsius et des nuits fraîches. Ses oreilles sont sa caractéristique la plus distinctive et une adaptation cruciale. Elles peuvent mesurer jusqu'à 15 cm de long, ce qui est disproportionné par rapport à la taille de son corps. Ses grandes oreilles sont richement vascularisées, ce qui permet au sang de circuler près de la surface, dissipant la chaleur corporelle dans l'environnement. Elles fonctionnent comme des radiateurs naturels, aidant le fennec à réguler sa température dans la chaleur torride. Son pelage joue également un rôle vital. Il est de couleur sable clair, ce qui aide à réfléchir la lumière du soleil et à minimiser l'absorption de chaleur. De plus, il est épais et dense, ce qui, paradoxalement dans un environnement chaud, offre une isolation contre la chaleur diurne et le froid nocturne. Il agit comme une barrière thermique pour la chaleur entrante et sortante. Le fennec est un animal nocturne. Il passe les heures les plus chaudes de la journée dans des terriers souterrains qu'il creuse lui-même. Ces terriers peuvent être assez complexes, avec de multiples entrées et tunnels, et la température à l'intérieur est significativement plus fraîche et stable qu'à la surface, se maintenant souvent autour de 25 degrés Celsius. Ses pattes sont couvertes de poils épais et longs qui non seulement l'isolent du sol chaud, mais lui offrent également une meilleure traction sur le sable meuble. Cela lui permet de se déplacer silencieusement et efficacement dans le désert, que ce soit pour chasser ou pour échapper aux prédateurs.
Comme d'autres animaux du désert, le fennec a des reins très efficaces qui produisent une urine très concentrée, minimisant la perte d'eau. De plus, son régime alimentaire, qui comprend des insectes, des rongeurs et des œufs, lui fournit une part significative de l'hydratation dont il a besoin, réduisant sa dépendance à l'eau potable. Ils peuvent passer de longues périodes sans boire directement. En cinquième lieu, nous escalons les sommets de l'Himalaya et les plateaux du Tibet, où le yak Bos-Grunians défie le manque d'oxygène et les températures négatives. À des altitudes allant jusqu'à 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, où l'air est rare et le froid implacable, le yak a développé des adaptations remarquables. Son pelage est exceptionnellement dense et long, avec une couche externe de poils épais qui peuvent traîner sur le sol et une couche interne de laine fine et laineuse. Cette double couche offre une isolation thermique extraordinaire, les protégeant des températures qui peuvent descendre jusqu'à 40 degrés Celsius en dessous de zéro et des vents forts. De plus, son poil est si dense que la neige et la glace n'y adhèrent pas facilement, ce qui évite la perte de chaleur due au gel du pelage. L'adaptation la plus critique du yak à la haute altitude est son système respiratoire et circulatoire. Ils ont des poumons et des cœurs plus grands par rapport à leur taille corporelle que les bovins des plaines. Cette plus grande capacité leur permet de traiter plus d'air et de pomper plus de sang à chaque cycle, compensant la moindre disponibilité d'oxygène dans l'atmosphère raréfiée. De plus, le sang du yak a une concentration plus élevée de globules rouges et d'hémoglobine, avec un type d'hémoglobine qui a une plus grande affinité pour l'oxygène. Cela signifie qu'ils peuvent capter et transporter l'oxygène beaucoup plus efficacement de l'air raréfié vers leurs tissus, minimisant les effets de l'hypoxie. Il a été documenté que l'hémoglobine des yaks peut se lier à l'oxygène avec une affinité jusqu'à 60% supérieure à celle des bovins domestiques. Leur métabolisme est plus bas que celui d'autres grands herbivores, ce qui réduit leur demande en oxygène et en énergie. Cela leur permet de survivre avec un régime alimentaire maigre composé de graminées et de lichens qui poussent en altitude. De plus, ils ont des glandes sudoripares réduites, ce qui minimise la perte de chaleur et d'eau dans un environnement où la déshydratation peut être un risque. Les sabots des yaks sont également adaptés. Ils sont grands et robustes, avec un bord tranchant qui leur offre une excellente adhérence sur les terrains rocheux et glacés des montagnes. Cela leur permet de se déplacer en toute confiance sur les pentes abruptes et les surfaces glissantes. En sixième lieu, nous nous plongeons dans les fosses océaniques les plus profondes, comme la fosse des Mariannes, où la pression peut atteindre plus de 1000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Ici, à des profondeurs allant jusqu'à 11 000 mètres, vit le poisson limace des Mariannes, Pseudoliparis swayre. La pression à ces profondeurs est équivalente à celle d'un éléphant se tenant sur votre pouce. La plupart des cellules des êtres vivants s'effondreraient sous une telle compression. Cependant, le poisson limace des Mariannes prospère grâce à une série d'adaptations extraordinaires. Son corps est mou et gélatineux, dépourvu d'écailles et avec une très faible densité osseuse. Ses os sont extrêmement légers et poreux et dans certains cas cartilagineux, ce qui leur permet de supporter l'immense pression sans se briser ni se déformer. Cette structure flexible est cruciale pour éviter les dommages cellulaires. Au niveau moléculaire, leurs cellules produisent une forte concentration d'osmolytes, des molécules organiques comme l'oxyde de triméthylamine, ou TMAO pour ses sigles en anglais, qui agissent comme des protecteurs cellulaires. Le TMAO contrecarre les effets dénaturants de la haute pression sur les protéines, maintenant leur structure et leur fonction essentielle à la vie. Plus le poisson vit en profondeur, plus la concentration de TMAO dans ses cellules est élevée. De plus, leurs enzymes et autres protéines sont adaptées pour fonctionner de manière optimale sous des pressions extrêmes. Les enzymes des poissons des eaux peu profondes se dénatureraient et cesseraient de fonctionner aux pressions de la fosse des Mariannes. Mais celles du poisson limace ont évolué pour maintenir leur stabilité et leur activité. Leur métabolisme est lent, ce qui leur permet de conserver de l'énergie dans un environnement avec des ressources alimentaires limitées. Ils se nourrissent principalement d'invertébrés marins qui tombent de la surface ou de bactéries chimiosynthétiques. Leur système sensoriel est également affiné pour détecter des proies dans l'obscurité totale des profondeurs abyssales. En septième lieu, nous nous penchons sur le miracle de la cryoconservation naturelle chez la grenouille des bois, Lithobates sylvaticus, ou grenouille boréale, qui habite les forêts boréales d'Amérique du Nord, où l'hiver apporte des températures allant jusqu'à -18 degrés Celsius.
Cette grenouille possède une capacité unique et étonnante. Elle peut survivre à la congélation de jusqu'à 65% de son corps. Lorsque les températures descendent en dessous de zéro, la grenouille boréale se cache sous la litière de feuilles ou dans le sol et commence à geler. Sa respiration s'arrête, son cœur cesse de battre et son sang cesse de circuler. Cliniquement, elle est morte. Le secret de sa survie réside dans la production massive de glucose par son foie en réponse aux basses températures. Ce glucose agit comme un cryoprotecteur ou antigel naturel. Il est pompé vers les cellules de tout son corps, augmentant la concentration de soluté à l'intérieur des cellules. En augmentant la concentration de glucose intracellulaire, la grenouille parvient à faire geler l'eau d'abord dans l'espace extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules et non à l'intérieur. La formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules est létale, car ils perforeraient les membranes et détruiraient les organites. En même temps qu'elle produit du glucose, elle accumule également de l'urée, un autre cryoprotecteur, qui est distribué dans tout son corps. La combinaison de glucose et d'urée aide à préserver l'intégrité des cellules et des tissus, évitant les dommages dus à la déshydratation et la formation de cristaux de glace létaux. Pendant la congélation, les organes de la grenouille, y compris le cerveau et le cœur, se rétractent. Ses fonctions métaboliques sont réduites à un niveau presque indétectable. Elle peut rester dans cet état d'animation suspendu pendant des semaines, voire des mois. Lorsque les températures montent et que la glace fond, la grenouille dégèle. Son cœur recommence à battre, sa respiration reprend et en quelques heures, elle est de nouveau active, cherchant de la nourriture ou un partenaire. En huitième lieu, nous revenons à la chaleur extrême et à l'aridité des déserts, cette fois pour étudier le scorpion du désert, un groupe qui inclut plusieurs espèces comme Androctonus australis ou Paroroctonus mesaensis. Ces arachnides sont des maîtres de la survie dans des conditions où l'eau est un bien précieux et les températures sont impitoyables. Leur première ligne de défense est leur exosquelette, qui est épais et cireux. Cette carapace dure et chitineuse est extrêmement efficace pour prévenir la perte d'eau par évaporation, un défi constant dans le désert. La couche cireuse de leur cuticule minimise la transpiration cutanée, leur permettant de retenir l'humidité corporelle de manière exceptionnelle. Les scorpions du désert sont majoritairement nocturnes. Pendant la journée, ils se cachent dans des terriers souterrains, sous les rochers ou dans les fissures, où la température est beaucoup plus fraîche et stable, souvent 10 à 20 degrés Celsius de moins que l'extérieur. Ils émergent au crépuscule, lorsque le sable a refroidi, pour chasser leur proie. Ils ont un métabolisme extrêmement bas, ce qui leur permet de conserver de l'énergie et de vivre avec peu de nourriture et d'eau. Certains scorpions peuvent survivre plus d'1 an sans manger et n'ont besoin de boire de l'eau qu'une fois par an, voire moins, obtenant la majeure partie de leur hydratation des fluides corporels de leur proie, comme les insectes et les arachnides. Leurs systèmes excréteurs sont très efficaces. Ils produisent un déchet azoté solide, l'acide urique, au lieu de l'urée ou de l'ammoniac qui nécessite plus d'eau pour être éliminé. Cela minimise la perte d'eau par l'excrétion. La capacité de stocker l'eau dans leur corps est limitée, mais leur efficacité à la conserver est leur véritable force. Ils peuvent absorber l'humidité directement du sol ou de leur proie et leur faible taux métabolique réduit considérablement la nécessité de reconstituer les liquides. En 9e position, nous nous aventurons dans les déserts du sud-ouest des États-Unis et du Mexique pour observer le lézard cornu, un genre qui inclut des espèces comme Phrynosoma cornutum. Ces reptiles, qui ressemblent à de petits dinosaures, possèdent des adaptations uniques pour vivre dans des environnements arides et avec des variations de température extrêmes. Leur peau, couverte d'écailles coniques et épineuses qui leur donnent leur nom, leur offre non seulement un camouflage et une défense contre les prédateurs, mais joue également un rôle surprenant dans la collecte d'eau. La surface de leurs écailles possède des micro-canaux capillaires qui dirigent l'eau de pluie, la rosée ou l'humidité du sol directement vers leur bouche par action capillaire. Ils peuvent absorber l'eau simplement en pressant leur corps contre une surface humide. Le lézard cornu peut s'enfouir rapidement dans le sable, utilisant ses pattes fortes et son corps aplati pour s'immerger en quelques secondes. Cette capacité leur permet d'échapper à la chaleur torride de la surface pendant la journée et au froid nocturne. Le sable agit comme un isolant efficace, maintenant une température plus constante à quelques centimètres de profondeur. Leur régime alimentaire est principalement composé de fourmis, qui sont leur principale source de nourriture, et aussi d'hydratation, car les fourmis contiennent une certaine quantité d'eau dans leur pores.
Le lézard cornu a une langue collante et peut consommer des centaines ou des milliers de fourmis en une seule session d'alimentation. Une adaptation défensive et physiologique fascinante est leur capacité à projeter des jets de sang depuis leurs yeux. Cela se produit lorsqu'ils se sentent menacés et le sang, qui contient des substances chimiques irritantes, peut dérouter ou effrayer les prédateurs. Mais, au-delà de la défense, ce mécanisme est aussi un moyen de relâcher la pression sanguine dans des situations de stress extrême. Leur métabolisme, comme celui de nombreux reptiles, est ectothermique, ce qui signifie que leur température corporelle dépend de l'environnement. Cependant, ils contrôlent activement cette dépendance. Ils peuvent modifier la tonalité de leur peau pour absorber plus ou moins de chaleur solaire et modifier leur posture pour exposer plus ou moins de surface au soleil ou à l'ombre, régulant ainsi leur température de manière précise tout au long de la journée. Enfin, en 10e position, et pour clore notre décompte, nous retournons à un lieu de température extrême et de conditions chimiques uniques, les sources hydrothermales des profondeurs océaniques, où la vie s'épanouit malgré la chaleur et la toxicité. Nous y trouvons des communautés microbiennes et animales adaptées à la chimiosynthèse, comme les vers tubicoles géants Riftia pachyptila. Ces vers tubicoles géants vivent dans des tubes protecteurs pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de long, ancrés aux cheminées volcaniques sous-marines qui expulsent des fluides surchauffés, dépassant parfois les 400 degrés Celsius. Ils n'ont ni bouche ni système digestif. Leur survie repose sur une symbiose extraordinaire. À l'intérieur d'un organe spécialisé appelé trophosome, ils abritent des milliards de bactéries chimiosynthétiques. Ces bactéries utilisent le sulfure d'hydrogène, un composé chimique toxique qui émane des cheminées volcaniques, comme source d'énergie pour produire de la matière organique, de manière similaire à la façon dont les plantes utilisent la lumière solaire lors de la photosynthèse. Les vers tubicoles possèdent un panache rouge vif qui est une structure externe sortant du tube et richement vascularisée. Ce panache absorbe l'oxygène et le sulfure d'hydrogène de l'eau de mer. Une protéine de liaison à l'oxygène dans leur sang, similaire à l'hémoglobine mais beaucoup plus efficace, peut se lier simultanément à l'oxygène et au sulfure d'hydrogène et les transporter aux bactéries du trophosome sans que les composés toxiques n'endommagent le ver. Le panache est une partie essentielle de leur système d'échange, leur permettant de capter les substances chimiques nécessaires de l'environnement. Le sang de Riftia pachyptila est d'une couleur rouge vif grâce à une hémoglobine spécialisée qui non seulement transporte l'oxygène, mais séquestre également le sulfure d'hydrogène, le livrant en toute sécurité aux bactéries. Les bactéries, à leur tour, produisent les nutriments dont le ver a besoin pour croître et survivre dans une relation symbiotique parfaite. C'est une démonstration étonnante de la façon dont la vie peut trouver et exploiter des sources d'énergie inattendues, prospérant dans un écosystème qui ne repose pas sur la lumière solaire, mais sur la chimie de la Terre. Les températures autour des cheminées hydrothermales peuvent varier drastiquement d'un point à l'autre. Les vers tubicoles se positionnent avec soin pour accéder aux fluides riches en sulfure d'hydrogène sans s'exposer directement à la chaleur létale qui émerge des cheminées, ce qui démontre une adaptation comportementale à petite échelle au sein de cet environnement extrême. Ces 10 créatures ne sont qu'un petit échantillon de l'incroyable capacité d'adaptation de la vie sur Terre. Chacune, à sa manière, nous enseigne que les limites de l'existence sont bien plus vastes que ce que nous pouvons imaginer. La prochaine fois que vous penserez à la survie, souvenez-vous de ces êtres vivants qui défient le gel, l'aridité extrême, les pressions abyssales et les poisons volcaniques. Ils sont un témoignage vivant de la résilience et de l'étonnante diversité de notre planète. Explorateurs, nous espérons que ce voyage à travers les adaptations les plus surprenantes aux climats extrêmes de la Terre vous a ouvert les yeux sur la merveille de la nature. Si vous avez aimé ce parcours approfondi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures, de nous laisser un commentaire avec votre adaptation préférée et de la partager avec tous vos amis et votre famille.